Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio vert de la télévision togolaise. En fait, de la télé 3.0, nouveau numéro. Merci d'être là et nous sommes très heureux en tout cas de vous retrouver à cette heure-ci sur la télévision togolaise et toujours à mes côtés comme toujours, Luc, Miss Gaëlle et Armel. Bonsoir. Eh bien, ce soir, nous avons des sujets très croustillants. Déjà, la polémique sur les nouveaux bus de Sotral, on en parle. Et puis, le marché régional unifié de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest s'invitera également dans cette émission. Et pour en parler, nous allons recevoir le docteur Médéou Laurent. Il est expert en système électrique et directeur des ressources humaines de la CEB. C'est pour donc tout à l'heure. Et en dernière partie, nous allons vous offrir du live avec notre Centrinos Raphaël National. Ça va être du show, accompagné par l'orchestre Los Amigos. Et sans plus tarder, nous allons inviter sur ce plateau Dr Médéou Laurent, avec qui donc nous allons échanger sur le marché régional unifié de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Merci. Merci de vous installer. Voilà, très bien. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, on commence en fait de la télé 3.0 maintenant. Docteur Médéou Laurent, voilà, je l'ai dit, vous êtes expert en système électrique, consultant et spécialiste du secteur de l'énergie électrique en Afrique. Et vous êtes également DRH au niveau de la CEB. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Magloire. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Chers amis, merci beaucoup. Voilà. On va parler électricité dans quelques instants. Vous restez avec nous. Merci. On commence avec le tout premier sujet. Mais d'abord, vous allez bien, Lucassi? Voilà. Ça arrive. Ça va très bien. Et vous? Oui, ça va. Ça va. Et Gaëlle? Très heureuse de vous retrouver, Magloire, et de retrouver toute l'équipe. La grande forme, hein? La grande forme. Super. Et Armel? Je vais super bien. Ça va? Très bien. Très bien. Voilà. On commence avec ce sujet, la grosse polémique sur les nouveaux bus de Sotral. Il se passe quoi exactement? Samuel nous en parle. Créé le 15 septembre 2005 avec l'exploitation de la première ligne expérimentale Bia Adidogomé, la Sotral s'est imposée sur le marché togolais comme la principale société de transport collectif urbain par autobus de la capitale Lomé, satisfaisant ainsi les souhaits et besoins de déplacement de la population. Comme on peut s'en douter, la société fait aussi la location d'autobus et autocars. Le mois dernier, elle a renforcé son parc avec 22 nouveaux bus dotés d'une capacité de 80 places chacun, offerts par le gouvernement togolais à un coût d'1 milliard de francs CFA. Sauf que ces nouveaux bus ne font pas l'unanimité. Ils font couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours. À peine mis en service, une avalanche de critiques des internautes se sont abattues sur les acquéreurs. Ils trouvent le design nul, pas digne d'une grande et belle ville comme Lomé au XXIe siècle. De quoi susciter la réaction des acteurs politiques et de la société civile. En plus des critiques sur le montant jugé trop élevé par certains Togolais, d'autres vont jusqu'à comparer ces bus aux véhicules de transport des années 80. Si certains passent leur temps à dénigrer l'initiative du gouvernement, dont le but ultime est de soulager les populations du Grand Lomé, d'autres veulent faire confiance aux autorités. Des avis partagés donc sur le sujet. Que pensent les chroniqueurs de On fait de la télé 3.0? Ils donnent leurs avis sans langue de bois. On en parle sur le plateau. Émission sans filtre. 1 milliard pour une vingtaine de bus déjà. Et puis les bus, vous les avez vus, vous les avez rencontrés. Bon, je ne vais pas vous demander si vous les avez déjà empruntés. Pardon. Luc? Je crois que j'ai eu l'occasion de lire par ici, par là, les commentaires des uns et des autres. Mais je me demande, est-ce qu'on doit se fier plus au design qu'à la capacité ou à l'efficacité de ces bus-là? Qu'est-ce qui attire dans un premier temps? Oui, mais est-ce que c'est la beauté forcément qui fait l'efficacité de ces bus? Nous parlons des bus, n'oublions pas. Okay. L'objectif premier de ces bus-là, c'est quoi? De permettre à nos mamans
à nos frères, à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs, d'être transportés en toute quiétude d'un point A à un point B. OK. Et si nous partons de ce principe-là, on se dit, si le bus a les capacités de transporter, comme je l'ai dit tantôt, la population en toute quiétude d'un point A à un point B, en toute sécurité, il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai, je comprends aussi ceux qui parlent de design et tout, mais bon, ça va venir. Ça va venir. Qu'est-ce qui va venir? Les nouveaux bus, c'est promis, ça va arriver. Donc, certainement qu'il y aura des nouveaux et des anciens, des designs qui laissent à désirer. On aura l'occasion de faire un melting pot entre griffes, entre ces bus-là. Gaëlle, tu as vu forcément ces bus, je sais pas si tu Oui, partages je les ai vus Luc. et je ne partage pas du tout l'avis de Luc. Je suis plutôt même un peu révoltée parce que les bus aujourd'hui, au-delà de servir les personnes et de faciliter les déplacements, le côté esthétique, il est très important parce que les gens, les étrangers, quand ils viennent dans le pays, et même pour l'image du Togo à l'international, les transports en commun, c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, qu'on ne soigne pas l'image de nos bus et qu'on ne nous présente que pour seule excuse que ils ont été designés spécialement pour les pays tropicaux, mais dans ce cas-là, c'est que... Je crois que c'est pas le design, Non, parce que des véhicules qui ont de meilleurs designs, on en voit plein en circulation et pourtant qui sont bien adaptés à notre climat tropical. Donc, qu'on ne nous sorte pas cette excuse de climat, on a l'impression quand on voit ces bus qu'il y a eu une bonne affaire et puis tac, il faut qu'on le prenne. C'est l'impression que ça renvoie, en tout cas. Ça renvoie l'impression qu'il y a eu une bonne affaire. Je ne sais pas, la société qui a designé ces bus est en train de liquider ceux-là. Donc, on les prend et puis ça fera l'affaire, quoi. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peut faire mieux, surtout en voyant le modèle des anciens... Qui existait. Voilà, le modèle qui existait déjà. Je pense sincèrement qu'on aurait pu faire mieux, beaucoup mieux. Armel. Je pense que je vais être un peu long, parce que j'ai beaucoup à dire par rapport à ça. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'argument comme... Non, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est comme si on fait on recule de 10 ans, ou même 20 ans. Quand on parle de design, ou bien tropical, c'est comme si maintenant le Togo rentre dans ce climat tropical ou comment? Non, ce n'est pas le design qui répond au climat, hein, attention. Voilà. C'est la forme. C'est la forme. Parce que le bas, si tu me permets, en quelques secondes, je vais définir ça. Le bas est un peu élevé par rapport à nos voies, un peu serpentées de quartier en quartier. Ça permet aux bus de circuler un peu plus librement et considérer les moments de pluie. Qu'est-ce qui empêche de prendre les anciens bus et de les surlever? Et puis, qu'est-ce qui empêche? Rien. Voilà. Maintenant, quand on dit, bon, le but de ces bus, c'est de transporter les gens, c'est pas parce que le but est de transporter les gens qu'on va présenter n'importe quoi. Il faut un certain confort. Voilà, autant prendre des camions, mettre des chaises dedans et transporter les gens. Parce que... Ah non. Pas ça. L'esthétique, l'extérieur, c'est très important. Comme on peut sortir n'importe quel argument, c'est très important. Ta jolie veste, je pense que c'est l'aspect extérieur qui t'a attiré en premier. Donc c'est très important. Il faut savoir allier l'efficacité, la résistance à l'esthétisme. Ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose qui résiste, quelque chose qui va durer, qu'on va prendre, excusez-moi, mais d'autres disent c'est des chars sur roue ou bien des conteneurs sur roue. Ouais. Et puis quand on prend aussi l'exemple de, quand on dit c'est des voitures surélevées par rapport à l'état de nos routes. Donc moi je dis il y a un problème. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a des problèmes de route. Et au lieu de régler les problèmes de route, on va plutôt prendre des voitures qui sont adaptées. C'est maquillage. Justement. Donc je ne sais pas si c'est essayer de camoufler ou même de cacher l'arbre avec la forêt avec l'arbre. Mais je pense que sur ce coup, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est raté. Oh, c'est raté, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est raté. Tu as fini, Armel? Non, je voudrais juste apporter juste quelques précisions. Oui. J'ai fait quelques petites recherches. D'accord.
Bon, ils ont... Le communiqué disait que c'est des voitures qui ont été communiqué officiel. Oui. Commandées de Biélorussie, oui. Et que c'est des voitures qui sont résistantes et la configuration a été copiée sur la configuration des camions. C'est-à-dire le moteur est devant. Pour les bus, le moteur se trouve derrière. Oui. OK. Donc on veut nous dire que bon, on a pris des camions qu'on a, qu'on a habillés en bus pour offrir aux Togolais. OK, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on commande des voitures spécifiquement faites pour le Togo, maintenant, est-ce qu'on a pris derrière le soin de former les mécaniciens qui vont les réparer? Je crois que les mécaniciens biélorusses sont actuellement là. Hein? Peut-être je pose la question. Oui, ils sont là. Une équipe de mécaniciens bien rodés. Pour ce genre de projet, on les forme. Les pièces détachées, les pièces de rechange, est-ce qu'il y en aura suffisamment? Ou bien dans 4-5 ans, quand ces voitures seront en cours de pièces de rechange, on va les garer et encore débourser 1 milliard pour acheter d'autres bus? Il y a plein de questions. Beaucoup de questions qu'on se pose. Oui. Luc? Oui, mais je crois que ces dernières questions peuvent trouver facilement leur réponse. C'est abus commercial. Forcément, l'État rentabilise à travers la société Sotral. Et 5 ans, je me dis, 5 ans pour des bus, abus commercial, il faut à un moment donné, il faut amortir le coût et passer à autre chose, je trouve. Voilà. Et entre-temps, c'est vrai, je l'ai dit avant, le design, ça laisse à désirer. Mais il faut voir le verre à moitié plein. Oui, Luc, sans langue de bois, est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux? On pouvait faire mieux. Avec le milliard. Non, on est d'accord. On pouvait faire mieux. Ça, je suis parfaitement d'accord. On pouvait faire mieux. On avait la possibilité de faire mieux. Mais on ne l'a pas fait. Nous avons les 22 bus. On les retourne, on les laisse. C'est ça aussi la réalité. On a déjà les 22 bus. On peut tirer, on peut critiquer, oui. Mais les 22 bus sont là. On les utilise ou on les retourne. Vous êtes sûr d'avoir les 1 milliard si vous retournez les 22 bus là. N'oubliez pas le dédonnement. N'oubliez pas tout ce qu'on a dépensé autour de ces 22 bus. Non, quand on parle de 1 milliard... on ne pourra pas les retourner. Voilà. Donc, il faut voir le verre à moitié plein. Oui, absolument. On est entièrement d'accord sur le fait qu'on ne peut pas renvoyer ces bus-là aujourd'hui. Mais il faut qu'on en débatte pour que la société Sotral et les personnes du gouvernement qui se sont chargées de l'acquisition de ces bus-là comprennent qu'il faut qu'ils prennent les Togolais un peu plus au sérieux. Parce que moi, je reviens et j'insiste sur le côté touristique et sur le côté image que le Togo renvoie à l'étranger. Parce que ce sont ces bus qui inondent la toile depuis... Mais oui, et pour une personne, pour le petit Européen qui pense de chez lui que les Africains ils vivent dans des arbres ou qui vivent encore dans des cases, l'un d'entre eux va tomber sur des images comme ça qui vont confirmer ces dires-là. Voilà. c'est trop fort, Gaël. C'est trop fort, Gaël. Sur ce sujet, on a souhaité avoir en plateau les premiers responsables de la société en question, Sotral, mais ils n'ont pas souhaité pour l'instant s'exprimer. Donc, le moment venu, on pourra les avoir et puis... Peut-être qu'ils attendent le bus, le nouveau bus. Bon, je n'en sais rien. Les améliorés pour se prononcer. Ne faisons pas l'apologie, excusez-moi le mot fort, de la médiocrité. Je ne sais pas qui sont partis passer commande. Mais honnêtement, comme Gaël a dit, qu'on nous prenne au sérieux, honnêtement, comment est-ce que quelqu'un va pour passer commande des bus pour une grande ville, une grande belle ville comme Lomé et commander ces bus? Honnêtement. Honnêtement. Bon, allez, faut se poser la question. Si ça se trouve, c'est peut-être une technique pour nous introduire des bus encore plus beaux, pour accentuer l'effet waouh, parce que si on veut partir sur le fait de voir le verre à moitié plein, comme il le dit, je ne suis pas entièrement d'accord. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être une stratégie de communication, puisqu'en communication, il n'y a pas de mauvaise communication. C'est peut-être ça, parce qu'autrement, c'est incompréhensible aujourd'hui, le choix de ces bus-là. Rien ne justifie ce choix quand même. Bon, allez, docteur Médéou, vous êtes Togolais comme nous. Vous avez vu ces bus satisfaits ou pas?
Bien, je ne sais pas si je peux répondre directement à la question. J'ai mes commentaires aussi. Oui, allez-y. Donc, je vous remercie beaucoup. J'apprécie beaucoup l'émission, les débats. Je crois que nous sommes dans un pays démocratique. Oui. Et le débat est vraiment démocratique, ce qui est normal. Et quand je regarde les bus, je crois que c'est la première fois que je vois l'image, même si sur la toile j'entends parler des bus. Pour moi, c'est que les gens qualifiaient les bus d'un bon choix. Je ne savais pas que c'est du côté mauvais choix que les gens parlaient. Mais je me dis que dans un projet comme ça, qui est destiné à transporter les gens dans la ville de Lomé, et quel que soit l'état des routes, on doit quand même privilégier le confort. Très bien. Le confort intérieur et extérieur, c'est très important parce que ces bus-là vont circuler. On va souvent dans les autres pays. On voit les bus qui circulent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays ou en Europe. On voit les bus circuler et ces bus-là reflètent l'image du pays. Très bien. Et je vais donner un exemple qui est banal. Allez-y. Un pays comme l'Inde. Quand vous allez en Inde, c'est des bus comme ça que vous voyez, qui ont des hauteurs très élevées, qui ressemblent même à des camions. Mais c'est l'image de la ville. Quand vous passez n'importe où en Inde, tout est pêle-mêle. Vous allez dans les entreprises, tout est pêle-mêle. Ça, c'est leur style de vie. Mais nous, on a un style un peu francophone. Plus raffiné. Voilà, un peu plus raffiné. Et donc, je pense que le débat est nécessaire pour permettre à ceux qui ont fait ce choix de savoir que le peuple est regardant désormais sur ces genres de comportements. Très bien. C'est mon avis. Très bien. Merci beaucoup. Et vivement que pour la prochaine commande, on puisse en tenir compte. Hein, et on l'espère. On l'espère vraiment. Oui. On l'espère vraiment. Merci beaucoup. Très bien. Juste une transition et puis on va poursuivre cette émission avec un autre sujet. Gaël, c'est quoi ton coup de cœur de cette semaine? Eh bien, cette semaine, c'est un arrêté du ministre de la fonction publique, M. Gilbert Bahara, et du ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques, le professeur Dodji Kokoroko, qui a retenu mon attention. Parce que selon cet arrêté, pour devenir directeur de CEG public au Togo désormais, il faudra en être apte. Et cette aptitude, elle sera déterminée par un examen. Examen. Ah bon? C'est-à-dire que désormais, pour être directeur de CEG, il faut passer un concours. Il faut passer un examen. Pas un concours, il faut passer un examen. Voilà. Et à l'issue de cet examen, ils seront dotés d'un CAP. CAP, concrètement, certificat d'aptitude professionnelle à la direction des collèges d'enseignement général. Voilà. Donc, c'est avec ce CAP-là maintenant qu'ils pourront prétendre devenir... nommé. Voilà. Exactement. Parce que ce n'est pas automatique. Il faut d'abord avoir le... C'est pas automatique, mais vous conviendrez avec moi que l'enseignement, c'est un des piliers important de développement de la société. Et on ne peut pas le confier à qui veut, mais à qui peut. À un cousin. C'est ça. On ne peut pas le confier à un cousin, à un militant assez zélé. Oui, exactement. Et si je peux me permettre de mieux expliquer, parce que j'ai cru comprendre que ça portait un peu à confusion. En fait, cet examen-là, il sera un peu comme un examen de licence ou de PC. Donc, en fait, si tu l'as, c'est comme passer le permis sans avoir de voiture. Avoir ce certificat ne signifie pas que forcément que tu vas devenir directeur. Mais il faut quand même l'avoir. Mais voilà, il faut quand même l'avoir. Un vrai kiff. Armel? Bon, je suis d'accord avec Miss Gaëlle. Mais je pense que moi, je suis parti aux infos. Il se fait que, ma mère a été directrice de CG. Donc, je suis parti, je l'ai bien cuisiné. Bon, le CAP... Heureusement qu'elle l'a déjà été ici. Oui, non, mais elle est à la retraite. Elle est partie à la retraite. Bonjour à elle.
Le CAP... En fait, le CAP, aucun directeur... non, je le prends. Aucune personne ne peut prétendre être directeur sans le CAP. Oui. Dans le temps, c'était toujours comme ça. Maintenant, les faire passer un concours ou bien un examen. Bon, maintenant, il est défini c'est quoi le contour de cet examen, je n'en sais rien. Mais le faire passer un examen pour juste avoir le CAP. Or, le CAP avant, ça se donnait par rapport à la capacité, à l'expérience et aux notations. Parce que ce qu'on ne sait pas, les professeurs sont notés chaque année par les directeurs de CG qui envoient ces notations au niveau de l'inspecteur qui les envoie au ministre. Maintenant, dans le temps, pour choisir un directeur, voilà, c'est sur proposition. OK, telle personne a le CAP, telle personne a ce niveau, tel nombre d'années d'expérience, exerce tel nombre de... Oui. Voilà. Maintenant, c'est par ce processus que l'inspecteur envoie la demande au niveau du ministère. Et c'est après que le ministre choisit. Maintenant, par rapport à la zone, parce qu'on ne peut pas choisir, par exemple... OK, très bien. Donc, j'essaie juste d'expliquer. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que maintenant, ça va juste se faire pas sur un truc, un examen écrit. Je savais c'est écrit, un examen. Oui. Donc, peu importe, si vous avez la capacité, ni le bagage, si vous avez déjà exercé à un niveau, si vous avez l'expérience, peu importe, dès que vous l'avez... Il faut avoir 10 ans d'expérience avant de passer l'examen. Dès que vous avez le CAP, peu importe, dès que vous avez le CAP, vous pouvez être directeur. Mais avant, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait beaucoup plus de paramètres. Mais ce n'est pas n'importe qui peut passer ce CAP-là. Voilà, c'est toi, Armel, par exemple, tu ne peux pas te lever et aller passer le CAP. Je ne suis pas professeur. Pour avoir le CAP, il faut être professeur de... Je crois que tout ce qu'Armel dit est vrai. Par le passé, c'était jugé comme ça. Il faut de l'expérience et un certain nombre de critères, oui. Mais à ces critères qu'on réclamait avant, s'est ajouté de nouveaux critères. Parce qu'aujourd'hui, dans l'enseignement, c'est un peu plus facile d'y arriver. Moi, en tant que journaliste nanti de ma licence, je peux me dire, OK, je ne trouve pas du boulot, je ne trouve pas à faire, je n'ai pas d'initiative, alors je me lance dans la fonction publique, on me recrute et on me parachute dans l'enseignement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On tend vers la professionnalisation du métier. N'est pas enseignant qui veut, n'est pas enseignant qui a envie d'être enseignant, n'est pas enseignant qui cherche un boulot. Non. Est enseignant celui qui a les capacités d'être enseignant, est enseignant celui qui est en mesure d'être enseignant, est enseignant celui qui a des connaissances à transmettre à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs. Et je crois que c'est en cela que cet arrêté vient recadrer les choses. Je crois que notre invité l'a si bien dit, n'est pas manager qui veut, est manager celui qui peut. Et je crois que c'est à ça que nous sommes en train d'aller. Tu as de l'expérience, oui. Tu as les capacités, oui. Mais dans les 100 personnes, ou parmi les 100 personnes qui ont cette capacité ou qui répondent à ces critères, il faut choisir les meilleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où on avait dans une société où à Lomé, on prend Lomé, on n'a que juste 100 intellectuels ou 10 intellectuels. Non, aujourd'hui, les compétences, ça pullule partout. Et parmi ces compétences, il faut choisir les meilleurs, ceux qui ont la passion de ce qu'ils font. Et je crois que cet examen va permettre de ressortir, de tirer ces meilleurs-là et de les mettre à la disposition de l'État pour une gestion plus efficace, pour un management plus efficace. Allez, on va s'arrêter, on va pas parler à leur place. Dès que l'occasion le permettra, on va inviter le professeur Doji Kokodoko pour qu'il nous en parle davantage. Il est très accessible, je crois. On lui lance directement l'invitation. Voilà, dès que l'occasion le permettra, on va essayer de l'avoir pour mieux nous en parler, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, c'était le kiff. Super. Voilà. Mais et, oui.
J'aurais aimé appuyer ce que Luc a dit, juste pour finir, parce que je sais que tu veux clore le sujet, parce que on a souvent critiqué le domaine professoral, l'enseignement, le système éducatif au Togo. Donc, je pense qu'il faut saluer en fait ce genre d'initiative quand les dirigeants ils prennent des décisions pour que nos enfants, nos jeunes frères et sœurs soient dans de meilleures, entre de meilleures mains et dans de meilleures conditions pour... Ça fait partie d'un package de réformes qui est en train d'être mis en œuvre. Voilà, merci. Vous êtes entendu pour me prendre la minute. Bon, allez, très bien. L'instant promo, tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau. À présent, l'instant promo. Armel qui va céder sa place. Merci beaucoup, Armel. On te retrouve dimanche prochain. Et je rappelle que ce soir, eh bien, les étudiants de l'ISM à Donaï nous accompagnent dans cette émission. Voilà, super. Et on reçoit à présent la chanteuse Chelsea avec nous. Voilà. Très bien. Super. Merci beaucoup. Chelsea, ça va? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir d'être de retour à la télé après des années. Déjà combien d'années? Environ 5 ans, je dirais, oui. que j'ai disparu. Pourquoi, justement, pourquoi cette disparition? Pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que je suis diplômée en management des ressources humaines. Et, bonsoir, monsieur. Ça gueule. Donc, voilà, il fallait que je me concentre, que je fasse des stages, un peu d'expérience en entreprise. Et puis, notre problème aussi, en tant qu'artiste, on le connaît, le problème financier. Donc, il y a ces deux côtés-là. Très bien. Et Chelsea est de retour dans la musique pour y rester ou encore juste... Non, pour y rester cette fois-ci. Pour y rester. Oui. Très bien, super. Ça fait plaisir. Et le dernier single, c'est bien, je vais pas faire. Je vais pas faire. Tu vas pas faire quoi? Je vais pas rentrer dans les codes qu'on veut m'imposer. C'est quoi ces codes? Par exemple, on a l'habitude de dire que si tu es une fille et que tu fais de la musique, il faut que tu sois sexy, que tu t'exhibes, que c'est ça qui fait vendre. Mais moi, je ne suis pas à l'aise comme ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les codes, je vais m'imposer et vous allez devoir me supporter, en fait. Il faut supporter ce look parce qu'il y en a qui pensent que ça fait beaucoup plus garçon. Et souvent, tu entends ça souvent Bien sûr, j'entends ça, mais bon, moi je suis comme ça, je suis à l'aise comme ça. Et c'est très important que je sois bien dans ma peau. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, on va rapidement regarder... Ouais. Oui, allons-y. On va regarder? Oui. Très bien, je ne vais pas faire. Et on revient. Hey, 4400 4400 Music Records. Chelsea, je vais pas faire. Explose en fait, je vais pas faire. Hey. De mettre un peu les robes, je vais pas faire. Ça te fait garder la cote, je vais pas faire. Vouloir comparer les gens, vouloir mélanger les gens. Regarde-moi bien, je suis les gens. Ça fait 6 ans, depuis 2014, vous répétez ça depuis. Vous n'avez pas compris que la petite, elle s'en fout de ça. Je suis une cause perdue qui défend les causes perdues. Je veux que mes œuvres perdurent, tant pis si je vous perturbe. Je vais pas faire le dernier single de Chelsea. Luc? Pour ce début, j'ai aimé les tests. Parce que moi-même, j'aime pas être casé. J'aime ma liberté. J'aime m'aventurer là où on m'interdit des choses. Donc, je kiffe. Voilà. Une question?
Oh, question, c'est vrai, le clip, il est sorti. Maintenant, quel est le projet derrière? Le projet après ça? Oui. Oui, alors après ça, évidemment, je prévois sortir d'autres singles. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Maintenant, qu'est-ce qui est fait autour du morceau pour que ça prenne? Vu que tu ne veux pas qu'on te case dans les codes, qu'est-ce qui est fait pour que le morceau prenne? Le prochain morceau, c'est ça? Non. Ou bien de je vais pas faire. Je vais pas faire. Qu'est-ce que tu fais pour que ce morceau soit promu? Vu que... Ok. Oui. Elle est elle-même déjà, c'est suffisant pour, Oui, c'est suffisant je pour vais quand casser. même, Merci beaucoup. Alors, pour renforcer ce message que je véhicule, c'est plus dans le visuel, le clip qu'on vient de voir. Alors, vous allez voir qu'il y a d'autres filles qui s'habillent comme moi, mais je ne les ai pas prises juste comme ça. Alors, vous allez voir une femme en blouse. C'est pour dire que même si vous avez ce style masculin, vous pouvez aller loin dans les études et travailler dans le domaine médical. Donc, vous avez une femme qui joue du basket, vous pouvez être sportive également. Donc, la femme qui m'a prise sur la moto, c'est une meuf aussi, c'est une motarde, et qui est mannequin aussi. Donc, il y a moi-même qui représente les artistes. Okay. Bon, allez, Une Chelsea, question. ce look, c'est juste un style vestimentaire ou, au fond... Il y a un message caché. Bon, c'est mon style vestimentaire. Je suis toujours comme ça, même à la maison. Voilà, quoi. Ok, donc c'est juste le style. Oui. Chelsea reste je suis une femme. Hein. Une femme, voilà. Je me sens femme. Alors, Magla, j'ai une autre question. Dans le test, j'ai cru entendre « Je ne chante pas pour vous ». Tu chantes pour qui? Alors, pour répondre à ça, je dirais ceci. J'ai commencé en tant que rappeuse et depuis un moment, j'ai viré vers le chant. Ok. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pas pour vous que j'ai changé et que je chante maintenant. Donc, c'est pas pour vous aussi que je vais me féminiser maintenant. En fait, je fais ce que je veux, quoi. Très bien. Allez, Gaëlle. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Chelsea parce que c'est pas évident dans la société où on vit, où les femmes sont très, très sexualisées et où on veut absolument nous mettre dans des cases. Une femme, ça fait ci, une femme, ça ne fait pas ça. C'est très admirable de voir des femmes comme elle se démarquer et tracer leur propre chemin et s'imposer en tant que femmes différentes, mais femmes. Voilà. Juste rappeler que Je vais pas faire est sorti il y a juste 2 semaines. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, ça prend? Ça cumule déjà combien de vues à peu près? Je suis très agréablement surprise. Je remercie tous mes fans et tous ceux qui me soutiennent. Bientôt 20 000 vues. Ah, super. Bravo. Directeur? Ouais. Je dois intervenir parce qu'elle fait la même activité que moi en partie. Allez-y. Heureusement qu'elle a dit qu'elle a fait un diplôme en management des ressources humaines. Oui. Moi, je voudrais quand même la féliciter pour le morceau. C'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, moi, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas artiste non plus. Mais ce qui m'impressionne, c'est son courage. Très bien. Parce que, comme madame l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas évident dans notre société actuelle d'être femme et de vouloir imposer ce qu'il veut. Et habituellement, je n'ai pas l'habitude de cacher ce que je veux dire. Les gens ont l'habitude de penser que dans le monde de showbiz, on peut se permettre n'importe quoi. Et je pense qu'elle en fait exception. Il faut l'encourager pour qu'elle puisse continuer comme ça et pour donner l'exemple aux autres, pour que cette corporation se comporte de mieux en mieux. Très bien. Je vous remercie. Super. Merci. Voilà, Chelsea, un mot de conclusion puisqu'on arrive au terme de... Oui, alors d'abord, merci à toi de m'avoir invité. Merci à l'équipe. Donc, je remercie tous ceux qui me soutiennent pour me suivre sur les réseaux sociaux. C'est Chelsea Rap 228.
Voilà. Chelsea Rap 228. Voilà. Allez-y et surtout allez regarder cette belle vidéo. Je vais pas faire. Chelsea, c'est sorti il y a juste 2 semaines. Regardez et partagez autour de vous. Voilà. Bon vent à toi et j'espère te retrouver très prochainement sur ce plateau. J'espère aussi. Prochainement en live. Hein. En live, voilà. C'est promis. Merci beaucoup, Chelsea. Merci d'être passé dans cette émission. Et derrière, on va recevoir une dame, Marie Amégan Asiobo Tipo. Elle est secrétaire de direction au niveau de l'ISM à Donaï. Voilà. Voilà. Très bien. Madame Marie Améga Asiobo Tipo, elle est secrétaire de direction au niveau de l'ISM à Donaï Nkafou. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Voilà, merci d'être là sur ce plateau. Merci à vous. Vous voulez bien nous présenter votre institut? L'Institut supérieur de management à Donaï est un établissement supérieur privé qui offre plusieurs programmes de formation conduisant au grade de licence et de master. Donc, cet institut a été fondé au Bénin en 2005, au Togo en 2008 et puis en Côte d'Ivoire en 2016. Donc, vous êtes présent au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Donc, au Togo, nous sommes implantés dans 3 villes, à savoir Lomé, Atakpamé et Kara. Voilà. Donc, à Lomé, nous sommes situés à Nkafou, non loin de Ekonof, bon, plus précisément à Nkafou Gakpoto, non loin de Ekonof. Bon. ISM à Donaï donne la possibilité aux bacheliers de faire directement une licence sans forcément passer par le BTS. Donc, vous faites 3 ans et vous avez votre licence. Donc, après la licence, vous faites 2 ans et vous avez le master. Voilà. Donc, après, ces formations sont certifiées par des diplômes. Et il y a souvent une remise officielle de ces diplômes. Donc, pour info, le 12 février dernier, il y a eu une remise de diplôme que nous avons organisée au Palais des Congrès. Donc, au cours sans nous inviter. Ah, désolé. La prochaine fois. Donc, oui, prochainement. Donc, au cours de cette remise, c'était la sortie de la 13e promotion de ISM à Donaï. Et nous avons mis sur le marché 150 produits finis. Très bien. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si leurs diplômes sont certifiés par l'État togolais et le CAMES. Est-ce qu'avec vos diplômes, on peut aller à l'extérieur sur d'autres continents et faire valoir ses compétences? Oui, évidemment. Notre diplôme est reconnu par l'État togolais. Nous avons l'agrément. Et le CAMES aussi, nous l'avons, mais actuellement, nous sommes en cours de renouvellement. Voilà, puisqu'il faut renouveler, c'est comme l'agrément. Oui, donc actuellement, nous sommes en cours de renouvellement. Donc, avec les diplômes de ISM à Donaï, vous pouvez étudier à l'étranger sans aucun problème. Très bien. Peut-être, ça sera la dernière. Qui peut être accepté à l'ISM à Donaï? Oui, à ISM à Donaï, si vous êtes bachelier, vous êtes déjà en entreprise, vous pouvez venir à ISM à Donaï. Très bien. On va laisser des contacts? Oui. Pour ceux qui veulent s'informer davantage? Oui, oui. À ISM, pour nous contacter, vous avez le 70 40 45 08. Vous avez le 79 84 38 58 et le 97 16 15 00. Très bien. Et je rappelle que vous êtes présent à Lomé, à Tapamé et à Kara. Oui, oui, oui. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook à Tapa ISM à Donaï Togo. Très bien. Super. Merci beaucoup.
À vous d'être passé sur ce plateau. Peut-être une dernière chose à ajouter, si vous le souhaitez bien. Oui, bon. Oui. Je voudrais dire que ISM Adonai forme les élites et des cadres compétents pour le développement de l'Afrique. Donc, nous mettons sur le marché des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Et nous avons plusieurs partenariats aussi sur le plan international qui facilitent la continuité des études à l'étranger. D'où la nécessité de vous faire confiance. Voilà, de nous faire confiance. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Marie Amégan Assiobo-Tipo. Je rappelle, vous êtes secrétaire de direction au niveau de l'ISM Adonai. Nkafou, merci d'être passé sur ce plateau. Et merci à tous ces étudiants qui nous accompagnent ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Juste derrière vous, Centrinos va s'installer. Je rappelle qu'il va nous offrir un live dans la dernière partie de l'émission. Le temps pour nous maintenant de parler électricité avec notre invité. Voilà, à présent, nous allons recevoir sur le plateau notre chouchou national, l'artiste qui n'est plus à présenter, Centrinos Raphaël. Bonsoir, Centrinos. Bonsoir. Voilà. Très bien. Ça va, Centrinos? Ça va très bien. La forme? Ça bouge. Rentré fraîchement d'une tournée européenne. Ouais. Ça a été? Ça va, c'était super, grâce à Dieu. Et de votre côté, c'est comment? Oui, ça va, ça va. C'est la grande forme. Merci d'être là sur ce plateau. Et quand on dit Centrinos, c'est que tu as tout raflé, on va dire, depuis 2021. Et déjà 4 trophées au All Music Award. Et puis 3 trophées des Heroes. Ouais. Pour toi seul. Ah oui. On va dire, finalement, c'est l'ouragan. Hein? Ah oui. Voilà. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que ça te fait, là? Bon, ça fait plaisir quand même. Je dirais que c'est un rêve éveillé, même si ça met beaucoup de pression parce que je me rends compte que je vais devoir faire beaucoup plus pour pas seulement maintenir le cap, mais continuer par évoluer. Et pour les Heroes artistes masculins de l'année, c'est Centrinos. Et pour les All Music Awards. Et pour les All Music Awards. Oui. Voilà. Donc, coup de cœur qui a été sacré meilleur album de l'année. Wow. L'artiste qui a plus représenté le Togo à l'extérieur cette année. Ouais. Trophée Heroes. Super. Je profite pour saluer son équipe. Parce que oui, il a eu une équipe formidable. J'admire beaucoup cette équipe. Parce que la communication autour de l'artiste, non, je suis trop fan de cette communication. Entre-temps, j'ai beaucoup aimé son passage aussi chez nos confrères de TV5 Monde. Oui. C'est la fierté nationale. Tout à fait, ça fait vendre le pays à l'extérieur. Je kiffe beaucoup. Il était dans les normes, il a très bien répondu aux questions. J'ai beaucoup aimé. Merci. Gaëlle? Vous avez souligné tout à l'heure tous les trophées qu'il a déjà raflés. Oui. Moi, j'ai déjà eu à travailler avec Centrinos Raphaël. Et en fait, tu étais sa choriste? Choriste, non. Choriste, non, mais on a déjà eu à travailler ensemble sur un de ses clips. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Oui. Il travaille beaucoup. Et quand on voit tous les trophées qu'il est en train de rafler aujourd'hui, c'est mérité, entièrement mérité, parce qu'il travaille tout le temps pour sortir des tubes. Il fait quasiment pas de pause. On a à peine le temps de profiter d'un nouveau son qu'il y a un autre qui sort derrière. Oui. Donc, franchement... Et des albums avec... voilà, plusieurs, ouais, c'est ça, exactement. C'est beaucoup de travail. Des tubes, des tubes, oui, tout à fait. L'album qui a été sacré,
Vous prenez cet vous album... allez finalement parler au nom de Saprinos. Justement, parce que quand l'artiste est là, il faut les consommateurs pour témoigner. Voilà, consommateurs que nous sommes, nous donnons nos témoignages. Parce que quand moi je prends cet album, quand je le mets, c'est en mode non-stop. Très bien. C'est en mode non-stop. 95% des morceaux sur cet album sont des tubes. Ouais. Voilà. Allez, Saprinos, reste avec nous. Il y a déjà ce magnifique cadeau que tu vas nous offrir en fin d'émission, le live. Et on en reparle tout à l'heure, je te donnerai la parole tout à l'heure. Et on va parler électricité, on va parler de ce marché régional unifié de l'électricité, justement de l'Afrique de l'Ouest. Et pour en parler, docteur Médéou Laurent est là. Je rappelle qu'il est expert en système électrique et directeur des ressources humaines de la CEB. Avant d'en parler, on regarde ce sujet, c'est signé Samuel. En Afrique de l'Ouest, le taux d'accès à l'électricité est de 52% en moyenne, avec des coupures d'électricité pouvant atteindre 80 heures par mois. Que dire du coût? Le prix du kilowattheure demeure très cher dans la région et coûte 2 fois plus que le prix moyen dans le monde. Cela s'explique, selon les experts, par la faible demande intérieure des pays de la zone, induisant l'absence des investissements dans de grands projets capables de réaliser des économies d'échelle. De ce fait, les pays ouest-africains dépendent généralement de petites centrales au fioul très coûteuses et, en l'absence de planification, ils sont contraints de louer des centrales électriques, ce qui augmente encore les coûts. Pour remédier à cela, les pays de la zone ont décidé de travailler en synergie. Ainsi, 14 pays notamment, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo, et 27 entreprises nationales d'électricité ont œuvré de concert à la création d'un marché régional unifié de l'électricité pour assurer l'interconnexion énergétique. Appelé système d'échange énergie électrique ouest-africain, il a été créé en 1999. En 2006, l'organisation a été dotée d'une structure d'institutions spécialisées de la CEDEAO, d'un plan directeur en 2004, révisé en 2011 et en 2018. Aujourd'hui, cette organisation assure l'interconnexion physique nécessaire aux échanges d'électricité entre les pays. Les échanges entre les 10 pays déjà interconnectés représentent près de 7% des échanges d'électricité dans la région en 2018. L'institution peine à atteindre ses objectifs et s'affirmer pleinement à cause des défis à relever comme l'irrégularité des paiements entre partenaires commerciaux de la région. En 2016, les arriérés ont atteint un tel niveau que l'organisation a constitué un groupe de travail sur la sécurisation des paiements des échanges d'énergie transfrontaliers. Afin de garantir la pleine réalisation de l'unification régionale du marché de l'énergie, ce groupe de travail a recommandé de mettre en œuvre différentes mesures susceptibles de renforcer la confiance dans le marché régional de l'électricité, en particulier l'amélioration de la solvabilité du secteur, la sécurisation des contrats, la fourniture de garanties et l'implication des institutions régionales. Où en est-on véritablement avec cette institution de la CEDEAO 22 ans après sa création? En quoi elle est bénéfique pour le Togo? Des éléments de réponse avec Magloire, ses chroniqueurs. Et l'invité, naturellement. L'invité, docteur Médéou. On a parlé du WAP dans cet élément. Et c'est quoi justement? Et quel est son rôle? Au fait, merci beaucoup. Maintenant, je suis dans mon domaine, oui, voilà. Donc je n'aurai plus d'excuses pour tout ce que je vais dire. Je vous remercie pour l'invitation. Le WAP, c'est comme on vient de le dire à la télé, c'est une institution spécialisée de la CEDEAO qui se définit comme West African Power Pool, système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Donc, ces genres d'institutions, nous les appelons les pools énergétiques. Ça veut dire que la CEDEAO, ayant plusieurs États, ces États vont se constituer en association
pour interconnecter tous les pays, c'est-à-dire créer des lignes de transport électrique entre tous les pays, de façon à ce que nous soyons en mesure, le Togo par exemple étant peut-être à l'ouest, complètement au sud en bas, puisse acheter l'énergie plus loin, que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal, etc. Donc l'institution qui gère cette interconnexion s'appelle le WAP, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Ces genres d'institutions existent partout dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, vous allez trouver 9 pôles énergétiques. En France, pas en France, mais en Europe continentale, il y a 5 pôles énergétiques. Donc l'Afrique en a 5 au total. Donc quand on parle par exemple de Comelec, c'est le pôle énergétique qui gère le Maghreb. Il y a d'autres encore, il y a par exemple le SAP, South African Power Pool, qui gère tout ce qui est pour l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique de l'Est, il y a APP, et puis le PAC qui est pour l'Afrique centrale, pôle énergétique de l'Afrique centrale. Très bien. Et vous parlez également aujourd'hui du marché régional unifié de l'électricité. Qu'est-ce que c'est? Donc le marché régional unifié, c'est comme un marché, comme on va au marché, par exemple, à Daulato, pour acheter. Cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de denrées, mais il n'y aura que l'énergie électrique. Mais c'est un marché virtuel. Un marché virtuel parce qu'on ne viendra pas attendre quelque part pour acheter l'énergie. Mais le fait que nous sommes interconnectés, on peut supposer que nous sommes ensemble, puisque il y a une liaison entre nous. Donc ce marché-là, comme nous venons de dire, va permettre à chacun d'acheter l'énergie où il veut. Mais en disant ainsi, ça veut dire que je peux acheter l'énergie moins chère. Puisque si je dois acheter en Guinée, c'est parce que je sais que ça coûte moins cher là-bas que peut-être au Sénégal, ou bien que peut-être en Côte d'Ivoire à côté ici. Donc c'est un marché, comme nous avons le marché, quand vous allez au marché, c'est la denrée qui coûte moins cher que vous achetez. Vous n'irez pas acheter ce qui est cher. Donc c'est un marché comme tout autre marché. Très bien. Ou peut-être avant, vous voulez bien nous dire, peut-être, je ne sais pas si vous avez une idée de l'ouverture effective de ce marché unifié d'électricité. Pardon? Ça sera fait quand? D'accord. Au fait, ce marché est en pleine construction. En pleine construction. Et le lancement de la première phase a été fait le 29 juin dernier à Cotonou par le président Talon. Donc, la première phase consiste à expérimenter, tout en gardant les anciens contrats, le système actuel, à expérimenter de façon progressive la façon de gérer le marché. Donc, cette première phase est en cours et devait prendre fin normalement, je crois qu'en mars prochain, mais il y a quand même un petit retard. Alors, qu'est-ce qui peut causer le retard? C'est parce que la construction du réseau même n'est pas encore terminée. Parce qu'il faut construire le réseau pour pouvoir vendre. Or, aujourd'hui, nous verrons ça tout à l'heure, que la CEDEAO aujourd'hui est exploitée en 3 îlots. C'est-à-dire que c'est séparé en 3 parties. Tout le monde n'est pas encore constitué, même si le Togo est relié au Ghana, au Nigeria, et en Côte d'Ivoire, et au Burkina, etc. Mais il reste encore d'autres zones qui ne sont pas encore interconnectées. C'est ce qui fait qu'il y a un peu de retard dans la mise en place définitive du marché de l'énergie électrique. Voilà. Si j'ai bien suivi l'élément qui a planté le décor, ça fait 22 ans déjà que le WAP existe. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui va changer avec ce nouveau marché par rapport aux services que le WAP offrait déjà il y a 22 ans? Dans un langage... Oui, non, c'est clair. Le WAP est-ce qu'il y a des avantages pour la population? En fait, d'abord, le WAP, c'est une institution de la CEDEAO qui est chargée de mettre en place le marché. Donc, si le WAP est là, c'est pour mettre en place le marché et après le gérer. Donc, depuis 22 ans, ils sont en train de mettre en place le marché. C'est très complexe, puisqu'il faut relier tous ces pays. Et ce n'est pas le WAP qui va payer la liaison. C'est chaque pays qui paye la ligne qui le traverse. En parlant ainsi, ça veut dire que si le bailleur doit donner l'argent, c'est au pays qu'il donne et non au WAP. Donc le WAP, lui, se charge de faire la mobilisation du financement. Donc, il mobilise le financement parce que c'est au nord de la CEDEAO. Mais quand il y a une ligne qui traverse le Togo, par exemple, c'est le Togo qui paye pour cette ligne-là. Et donc, ceci étant, si les pays ont des problèmes, le WAP sera en retard. Si, par exemple, il y a une zone où il y a peut-être, comment appelle-t-on, la guerre, tout ça là, tel que le Libéria,
Donc, pendant que le Libéria était en guerre, c'était normal qu'on ne peut rien faire au Libéria, puisque tous les fonds qui vont être mobilisés là-bas doivent être payés. Après tout, pas le payer. Si le pays est en guerre, ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, toutes les liaisons sont faites, sauf que j'ai dit que c'est exploité en 3 îlots parce qu'il y a de petits problèmes techniques que le WAP est en train de régler pour permettre que le système soit entièrement fonctionnel. Très bien. Mais ne leur jetons pas les pierres. C'est des gens qui ont travaillé beaucoup efficacement. Nous-mêmes qui sommes dans le système, on sait les difficultés que ces sociétés rencontrent pour pouvoir avancer dans leur développement. Et on sait aujourd'hui que dans la sous-région, le coût de l'électricité est assez élevé. Et par quel mécanisme, justement, le WAP compte ou peut rendre le coût de revient de l'énergie électrique en tout cas assez basse aux populations, pour les populations? Non, de toute façon, je crois que pour cette question, n'importe qui peut répondre. Nous avons un marché aujourd'hui qui est limité peut-être au Togo, au Ghana et au Nigeria, en ce qui nous concerne. Mais lorsque le marché s'élargit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vendeurs de l'énergie qui vont venir. Ensuite, l'autre problème qui est important, c'est que la zone de consommation s'étend. Et quand il y a des consommateurs, il y aura alors des producteurs de l'énergie qui vont venir avec des sources primaires qui vont coûter moins cher. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est le gaz, ou bien c'est les centrales thermiques qui coûtent cher. On n'a pas d'autres sources qui doivent coûter moins cher, telles qu'on n'a pas le nucléaire, alors que quand vous allez en Afrique du Sud, il y a le nucléaire, c'est l'énergie la moins chère, il y a le charbon, c'est l'énergie la moins chère, mais malheureusement, parce que c'est les bailleurs qui nous donnent l'argent, sous prétexte qu'il y a la pollution, on refuse de financer ces genres de projets, bien que ça coûte moins cher. Donc, aujourd'hui, si on fait l'interconnexion, c'est possible que nous ayons des marchés plus étendus qui permettent alors d'acheter l'énergie moins chère. Et en même temps, c'est une attraction aussi pour les producteurs qui vont venir parce que le marché devient plus large en termes de consommation de l'énergie électrique. Gaël? Donc, concrètement, comment le Togolais moyen il va ressentir ça sur sa facture? Oui, je vais le dire terre à terre. Aujourd'hui, la CET achète l'énergie au Ghana, et produit encore de l'énergie localement avec Contour Global, Kekeli, et tout ce que vous connaissez, qui sont des énergies plus chères. Si on fait l'interconnexion, la CET, sachant qu'il y a de l'énergie moins chère, peut-être en Guinée ou au Sénégal, va préférer acheter là-bas pour que le coût de l'énergie devienne moins cher. Et à partir de là, lorsque elle rentabilise l'énergie, ça doit venir automatiquement au niveau de la population parce que le taux d'intérêt fixé, le bénéfice fixé à l'État va être dépassé. Par conséquent, on va demander de rabaisser le prix du kilowattheure. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous ne saurez pas chiffrer à quel point ça pourra soulager les Togolais? Il n'est pas possible de faire des prévisions sur le coût de revient, puisque nous ne connaissons pas encore tous les acteurs du système qui vont arriver. Si le marché est né, il y aura beaucoup de producteurs qui vont venir. Quel type de producteurs, on ne sait pas encore. Et ensuite, il faudra aussi, c'est pour ça qu'on met des institutions en place. En dehors du WAP, il y a une autorité de régulation qui est basée au Ghana, dans le siège au Ghana, qui va regarder tout ça, quels sont les types de sources qui vont venir pour que ça puisse arranger la population. Donc, quand vous voulez vous installer dans un pays, il y a cet organisme-là qui va étudier le type de production que vous voulez faire. Est-ce que c'est bon pour la sous-région? Est-ce que ça va coûter moins cher? Donc, c'est en se basant sur tout ça là qu'on va autoriser, disons, le producteur indépendant à s'installer et à produire à un coût moins cher. Et lorsque c'est moins cher, ça se répartit automatiquement sur la population. Très bien. Et quelle est la situation actuelle de l'offre et de la demande de l'énergie électrique dans les pays de la CEDEAO? En termes d'offres, on peut dire qu'il y a certains pays qui sont encore déficitaires en termes d'équilibre offre-demande. Mais lorsque vous prenez l'ensemble des pays de la CEDEAO, on est excédentaire en termes de production. Donc, il n'y a pas de crainte. Ce qui reste à faire, c'est l'interconnexion. Par exemple, aujourd'hui, si vous prenez le Togo, en partie, il est déficitaire parce que
ce que nous consommons dépasse ce que nous produisons. Mais puisqu'il y a le Ghana à côté où nous achetons l'énergie, il y a le Nigeria aussi, ça nous permet de stabiliser. Donc c'est de la même manière que lorsqu'on prend les pays globalement, ou bien individuellement, il y a au moins 6 pays comme ça qui sont encore déficitaires, mais de façon globale, le système est équilibré. Très bien. Oui, voilà. Et cette interconnexion, est-ce qu'elle a des exigences pour les États? Oui, bien sûr. Puisque lorsque le réseau devient grand, il a beaucoup d'exigences en termes d'équilibre. Parce que nous parlons, depuis que nous sommes ici, le courant fonctionne et ce n'est pas coupé. Il n'y a pas de papillonnement, etc. Il n'y a pas tout ça. Donc, si vous êtes dans le domaine, vous allez mieux comprendre. Il y a tout un travail qui est fait derrière, comme d'ailleurs ce que les journalistes font ici, pour que nous ayons la caméra qui fonctionne en permanence. Et j'ai vu derrière ce qui se fait. Il y a plusieurs personnes. C'est de même quand vous rentrez dans les centrales hydroélectriques ou bien dans les centrales thermiques, il y a beaucoup de choses qui se font derrière qu'on ne voit pas. Donc lorsque le réseau devient grand, on a besoin d'une certaine stabilité. Donc pour que ça soit stable ainsi, c'est que, si vous regardez, à l'instant où je parle, quelqu'un est en train d'arrêter une machine, quelqu'un est en train de démarrer. Tout ça, ça agit sur la machine qui produit. Mais comment faire pour que nous, on ne sente pas ça à la maison? C'est ça qu'on appelle la stabilité. Et cette stabilité-là, lorsque le réseau grandit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de manipulations qui se font, mais que nous ne voyons pas. Donc, il faudra que les machines soient en mesure de maintenir cette stabilité pour que la population ne sente pas qu'il y a des déséquilibres de temps en temps. Donc c'est un travail énorme et ces exigences-là, le WAP a des normes qu'on va demander à chaque pays. Je vais parler un peu aux ingénieurs. Il y a quelque chose que nous appelons la réserve tournante. Dans chaque pays, on doit mettre une réserve tournante. Ça, par exemple, c'est une exigence. Et cette réserve tournante, c'est quoi? Je peux expliquer terre à terre. C'est dire, lorsque nous sommes interconnectés aujourd'hui, comme ça que les machines marchent, supposons que, qu'en tout global, une machine s'est arrêtée. C'est un accident. Mais la loi dit que si une machine ou 2 ou 3 machines sont arrêtées, nous, les consommateurs, ne doivent pas sentir. Alors que ce qu'il est en train de produire a disparu. Normalement, vous devez sentir. Donc, pour qu'on ne le sente pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors avoir des réserves tournantes, c'est-à-dire des machines qui fonctionnent, mais qui ne produisent pas le courant et qui attendent que lorsque une machine tombe en panne, moi, je prends sa place. Donc ça, c'est des réserves tournantes. Mais pour avoir une réserve tournante, c'est qu'il faut avoir suffisamment d'énergie. Si vous prenez le Togo, par exemple, où nous sommes en déficit, d'abord, ce qu'on produit ne suffit pas, donc on ne peut pas avoir de réserve tournante. Mais c'est une exigence qu'on va demander au Togo. Et dans ces conditions, le Togo peut, peut-être auprès du Ghana, contracter, faire des contrats pour qu'on mette à sa disposition des réserves tournantes en lieu et place pour qu'ils puissent donner au WAP. Donc il y a beaucoup d'exigences pour les opérateurs que nous sommes et je crois que le WAP est en train de partager ça avec tous les pays et tout sera prêt d'ici. Super. Et ça sera certainement la dernière. Et dites-nous, quels sont les freins justement au développement du secteur de l'énergie électrique en Afrique de l'Ouest? Ouais, je crois que les freins, le journaliste l'a dit tout à l'heure. Moi, quand j'ai suivi le documentaire, je me suis dit, ou bien c'est moi qui ai donné toutes les informations, je n'ai pas compris. Je ne sais pas où vous avez trouvé les informations. Mais là, je vous félicite beaucoup. Ça veut dire que vous lisez beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup de freins, mais je vais citer peut-être 4 comme ça. Le premier, c'est d'abord la gouvernance de nos institutions. La gouvernance de nos institutions, c'est un problème. Les institutions ne sont pas, ou bien les sociétés d'électricité, ne sont pas gouvernées avec des contrats plans. Normalement, il faut gérer les institutions avec un contrat donné. C'est-à-dire que vous avez des objectifs à atteindre, ce que nous n'avons pas de nos sociétés d'électricité. Et quand c'est comme ça, on a des difficultés pour rester en association avec les autres. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le fait que dans la plupart des pays, nous prenons l'énergie électrique comme une question de souveraineté nationale ou bien de fierté nationale. On veut toujours que la population sente que nous avons l'énergie et à moindre coût. Alors que vous produisez l'énergie très chère.
ça fragilise nos sociétés parce que la société qui produit l'énergie peut produire le kilowattheure à 10 francs. Pendant ce temps, on dit, bon, il faut vendre à la population à 9 francs parce qu'il y a les élections qui approchent. Nous, on ne veut pas augmenter. Alors, à partir de là-bas, vous fragilisez l'entreprise, la société. Et donc, dans un sens où nous sommes ensemble, c'est difficile que cette société-là puisse se répondre dans le groupe parce que nous constituons un maillon. Vous voyez? Donc, voilà autant de difficultés qui peuvent faire que, généralement, bon, on n'arrive pas à avancer comme on le veut parce que les sociétés n'arrivent pas à répondre efficacement. Il y a aussi la planification de nos projets. Et normalement, quand nous avons le WAP, qui est pour toute l'Afrique de l'Ouest, le WAP a un plan directeur. On l'a dit tout à l'heure. Le plan directeur doit être suivi pour permettre, puisque le WAP a pris l'ensemble de tous les pays, comment les stabiliser. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des projets qui naissent dans les pays sans que le WAP soit informé. Or, si vous mettez un type de turbine qui peut déstabiliser le réseau, c'est difficile pour le WAP de pouvoir redresser après. C'est par exemple les énergies renouvelables. On n'en a pas parlé, mais peut-être je vais dire comme dernier point. Les énergies renouvelables. On crie partout, nous avons le soleil. Nous avons le vent gratuitement et puis on n'a pas le courant. Moi, je voudrais personnellement vous dire en tant que technicien que ces genres d'énergies renouvelables, on les appelle les énergies renouvelables intermittentes. Parce que les énergies renouvelables, il y en a beaucoup. Par exemple, la centrale hydroélectrique, Nangbeto par exemple, ou à Djarala, dont nous parlons souvent, ou à Kosombo, c'est une énergie renouvelable. Parce que l'énergie renouvelable, c'est une énergie dont la source primaire est intarissable. Ou bien que ça se renouvelle. L'eau ne finit jamais. Le soleil ne finit jamais. Le vent ne finit jamais. Ce sont des énergies renouvelables. Mais le solaire et l'éolien, c'est-à-dire le vent, sont des énergies renouvelables intermittentes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'avoir à tout moment. Quand vous avez l'énergie solaire, tout à l'heure à midi, vous pouvez avoir 10 MW. Mais à midi 5, là, ça revient à 0 MW. C'est flottant. Donc on les appelle des énergies intermittentes. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas vous alimenter avec ça. On vous alimente tout à l'heure, la lampe s'allume, elle s'éteint, etc. Mais on est obligé de le mettre dans un réseau global. Mais quand vous le mettez dans le réseau global, vous déstabilisez le réseau. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand on fait des installations en dehors du cadre du WAP, ce n'est pas normal. Parce que chaque pays veut dire, moi je veux faire. Mais vous le faites, mais en réalité, c'est que le problème que ça va créer pour le réseau, en termes de réseau de la CEDEAO après, serait plus grand que ce que vous croyez avoir résolu comme problème. Donc c'est ce que je voudrais ajouter. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et comme mot de la fin? Comme mot de la fin, je vais conclure en exhortant quand même nos États, les 14 pays que vous avez cités tout à l'heure, à suivre le plan directeur du WAP pour nous faciliter le travail à la fin, ce qui est très important. Mais je voudrais aussi rassurer la population que certainement, comme nous sommes venus, les gens voulaient entendre que, bon, le kilowattheure qui est à 135 francs aujourd'hui, ça va descendre à 90 francs. Même si je ne le dis pas aujourd'hui, peut-être que ça va venir. C'était une façon de dire que nous ne pouvons pas prédire le coût demain, mais ce qui est sûr, une interconnexion, on a eu des exemples ailleurs, j'ai donné les exemples des autres continents. Donc, une interconnexion permet de diminuer le coût de l'énergie électrique et ça va arriver également chez nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Médéou Laurent, expert en système des électriques, directeur des ressources humaines de la CEB. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et Centrinos est toujours avec nous. Avant le show de tout à l'heure, eh bien, il y a cette collaboration avec Baby Philippe, qui tourne actuellement en boucle, on va dire. Et derrière, il y a d'autres projets, tu nous en parles? Bon, c'est vrai que... En tout cas, il y a eu... J'ai juste pris cette collaboration, mais il y a eu d'autres grosses collaborations sur cet album. Bien sûr, il y a beaucoup. Il y a 10 collaborations sur l'album. Mais bon, après l'album, récemment, on a sorti un premier projet annonçant le 3e album, mais ça ne va pas sortir cette année. Et le 3e? Oui. Ok, l'année prochaine alors? Voilà, l'année prochaine, mais quand même, on tenait à sortir le son et voilà, ma vie doit changer, c'est aussi bien apprécié. Mais après, maintenant, l'année, je pense que ce sera la promotion de l'album, puisque c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est 21 titres qu'on promotionne, donc
va faire les clips de quelques morceaux dessus. Et voilà, aussi, on espère que par rapport à la crise, les restrictions seront levées, on pourra reprendre les concerts. Vivement. Ouais. Très bien. Merci. Quelque chose à ajouter avant? Parce que nous, on meurt d'impatience. Hein. Ah oui. Ah, ok. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que les deux se ressemblent. Je ne sais pas si je connaissais. Luc est c'est le grand frère. Bon, merci beaucoup, ces deux beaux gars. Voilà. Bon, moi, je ne connaissais pas Centrinos, mais c'est ces chansons que j'écoutais. Ah, d'accord. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé sur TikTok et je l'ai vu. Ok. Ben voilà, il est assis en face de vous. Bon, je voudrais quand même le féliciter. Tout à l'heure, on était là-bas, j'ai voulu l'aborder, mais j'ai dit, je préfère dire ça sur le plateau. Sur le plateau, c'est très important. C'est un jeune, il a beaucoup d'avenir. Très bien. Et lui-même, il a dit tout à l'heure, il a beaucoup de pression parce que ce qui se passe là, s'il ne travaille pas, oui, il faut garder toujours. C'est facile d'arriver au sommet, mais difficile d'y rester pendant longtemps. Donc, il faut que le travail continue. Et là, ce que je voulais dire sur ce plateau, c'est que je vois des gens, des artistes comme lui faire des buzz sur des trucs. Lui, il est toujours calme. Très bien. Ça veut dire qu'il a du travail. Et je voudrais le féliciter. Je voudrais qu'il continue ainsi, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui rehausse le Togo sur le plan international. Et notre souhait, c'est qu'il continue ainsi. Éviter les petits problèmes que les jeunes les clashs. ont. Oui, des clashs. Ils appellent ça comme ça, les clashs. Ça ne sert à rien. Et ça ne vous ressemble pas d'ailleurs. Merci beaucoup. Non, ça fait vraiment plaisir. Et bon, ce que je souhaite, c'est que le marché dont vous parlez puisse s'installer, que les travaux puissent finir afin que notre population puisse en profiter. En bénéficier, oui. Merci. Et que nous payons le kilowattheure à 80 francs. Même moins que ça, à 50 francs, oui, voilà. À 50 francs. Merci. Voilà. On va chanter maintenant? Dagwe. Vous êtes prêts pour le show? Bon, allez. Très bien. Merci beaucoup donc à vous tous. Vous restez avec nous. Le show avec Centrinos Raphaël, c'est tout à l'heure, juste après l'ouverture. Voilà. Ouais, voilà. Oui, derrière. On va ouvrir et pour laisser donc place au show. Centrinos sera accompagné par l'orchestre Los Amigos. Merci à vous tous. Je rappelle, en fait, de la Télé 3.0, c'est tous les dimanches, juste après le journal de 20h et puis en rediffusion les vendredis à 14h. Savourez le live avec Centrinos Raphaël et merci à tous. Voilà.
Pas passer le